Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du Fonds national de la conciliation fiscale conduit par le médiateur de la République, Dr Kassim Essa Ousmane, avec le ministre du Budget, Abdelkarim Adelcher. Le ministre était accompagné de son secrétaire général et de ses conseillers techniques. La Commission nationale de conciliation fiscale est une instance consultative et indépendante ayant pour objectif de résoudre à l'amiable des différends persistants opposant l'administration financière et domaniale aux contribuables et usagers. La première réunion ayant pour l'objet une prise de contact des différents membres de la Commission et la mise en place d'un secrétariat permanent abrité au siège de la médiature comme le stipule le texte en vigueur. Au cours de cette réunion, il a été demandé au médiateur d'inviter Madame la maire de la ville, les préfets de la ville de Djibouti, les sous-préfets, les présidents de communes et un représentant de la radio-télévision de Djibouti pour contribuer à la sensibilisation et à l'information sur les missions de la Commission. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Budget à cette réunion. Tout d'abord, vous remercier pour votre accueil chaleureux pour cette première prise de contact avec la Commission des conciliations fiscales que vous avez l'honneur de présider. D'autre part, j'ai tenu à rendre visite à cette noble instance des conciliations qui est une véritable garantie offerte aux redevables et conjugue la volonté du gouvernement et celle du secteur privé de réduire les réclamations et contentieux fiscaux. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de faire de la fiscalité non pas une arme contre les secteurs privés, mais un outil au service du développement de notre pays, partagé et accepté pour tous. En effet, la Commission nationale de conciliation fiscale est une instance consultative et indépendante, ayant pour objet la résolution à l'amiable des différends persistants opposant l'administration financière et domaniale aux contribuables. Elle est compétente pour toutes les situations dans lesquelles le contribuable et usager n'a pas pu trouver un accord avec l'administration concernée. La Commission nationale de conciliation fiscale examine les requêtes en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi. Certes, elle rend un avis consultatif, mais la possibilité offerte pour les contribuables de faire recours à cette instance avant toute procédure judiciaire plus lourde et contentieuse constitue une avancée significative dans l'approche et l'état d'esprit qui anime les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Cette démarche s'inscrit dans la logique des réformes issues des assises nationales de la fiscalité et sa création ne constitue pas en soi une fin. Il y a lieu pour nous aujourd'hui de s'enquérir sur son opérationnalité, son mode de saisine, à quel stade de recours administratif la saisine de la Commission intervient, les dossiers en instance et les avis rendus. Également dans l'actualité, une table ronde a eu lieu hier au studio de production de la RTD et a réuni le haut cadre et les différentes institutions sous tutelle du ministère du Budget. Ce débat a porté notamment sur le budget national 2019 qui a été examiné et adopté lors du dernier Conseil des ministres. Écoutons là-dessus le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mubratou. Le projet de loi de finances rectificative 2019 qui s'inscrit certes dans la continuité, mais comme son nom l'indique, c'est un budget rectificatif et qui rectifie les principales rectifications et mesures nouvelles, si on peut annoncer comme cela, concernent donc les recettes. Au niveau des recettes, puisque le budget est arrêté à 152 milliards, soit une augmentation de 5 milliards 210 par rapport à la loi de finances 2019. Et au niveau des dépenses également, avec une augmentation au niveau des dépenses d'investissement et une diminution, il faut le souligner également, des prévisions de la dette extérieure. Au niveau des dépenses, il est important aussi de signaler que, bien entendu, nous n'avons pas le rythme des dépenses, de contrôle des dépenses est maintenu et nous voulons toujours dans cet esprit-là essayer de renforcer la rationalisation des dépenses et tout en préservant la confiance avec les opérateurs privés, avec le climat de l'investissement privé en général. Et je voudrais souligner ici à ce propos que nous avons rétabli une bonne relation de confiance avec le système bancaire et nous voulons encourager l'ensemble de nos concitoyens et notamment les agents de l'État à être des bons clients des banques.
afin que ces banques contribuent au développement, contribuent à l'épanouissement et au projet de nos concitoyens et des fonctionnaires. Et c'est pour ça que nous avons décidé, pour mettre en application de manière rigoureuse, puisque c'était déjà une circulaire du président de la République, que tous les salaires supérieurs à 40 000 soient systématiquement bancarisés. Et le ministère du Budget tient à le rappeler, les prochains salaires ne feront pas l'objet de traitement si les salaires supérieurs à 40 000 ne sont pas bancarisés. Et tout ça, c'est dans l'esprit de créer cette coopération. Et ça va dans l'intérêt également des agents de l'État qui pourront bénéficier pour leurs projets immobiliers ou pour tout autre projet auprès des banques. C'est un renforcement de la confiance entre les banques et les agents de l'État. La seconde réunion interministérielle de l'IGAD relative à l'examen des progrès accomplis sur la déclaration et le plan d'action de Nairobi s'est ouverte à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre de l'Intérieur de la République de Djibouti, Momin Ahmed Cheikh, a pris part à cette importante réunion accompagnée d'une forte délégation. Et donc, durant cette deuxième réunion bilan, donc, ça a été l'occasion pour les États membres de l'IGAD et les partenaires d'analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action de Nairobi, les défis documentés et de planifier la prochaine période. En outre, cette réunion arrive à point nommé pour la région de l'IGAD qui doit se préparer pour le Forum mondial sur les réfugiés qui doit se tenir en fin d'année à Genève. L'IGAD occupe une place dominante dans le monde pour le règlement de la situation des réfugiés et le forum va constituer une tribune idéale afin de présenter les activités régionales de l'IGAD et de partager l'expérience avec d'autres régions d'Afrique et du monde. La réunion a été également l'occasion de déclarer officiellement la plateforme issue du processus de l'IGAD pour la mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action de Nairobi. Et dans son discours prononcé lors de cette réunion interministérielle de l'IGAD, le ministre de l'Intérieur a salué justement l'IGAD pour les efforts indéfectibles qu'elle déploie en vue d'appuyer les États membres dans la protection et la recherche des solutions durables aux réfugiés. Le ministre Momin Ahmed Cheikh a affirmé la position de la République de Djibouti, a figuré parmi ceux qui ont affiché un vif intérêt en faveur de la solidarité mondiale à l'endroit des réfugiés et des migrants. Et dans son intervention, le ministre a souligné que la déclaration de Nairobi et de son plan d'action a été donc perçue comme une avancée majeure à Djibouti. Donc, elle démontre la volonté continue de Djibouti à apporter son soutien à la protection des réfugiés et contribuer à la recherche de solutions durables, l'autosuffisance et la résilience. Toutefois, le ministre a indiqué que Djibouti donc comptait sur le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de la déclaration de Nairobi et de son plan d'action. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendu hier donc à l'école d'excellence. Il était accompagné du secrétaire général ainsi que de nombreux cadres et responsables de son département. Accueilli par le directeur de l'établissement scolaire, le ministre a d'abord visité les classes et eu donc des échanges avec les enseignants et les élèves de cette prestigieuse école. L'occasion pour lui de faire le point sur la rentrée scolaire et rencontrer également les enseignants. Le ministre a effectué une tournée dans les salles de classe, mais aussi des laboratoires de langue et de sciences, les smart classrooms et les salles informatiques. Il a pris le temps de suivre des séances de classe avant d'avoir un long échange avec les responsables et les enseignants de l'école d'excellence. L'occasion pour le ministre de s'enquérir des conditions de travail des enseignants et les apprentissages des élèves. Et lors d'une réunion avec les enseignants et l'établissement scolaire, le ministre a rappelé l'importance qu'il accorde à la réussite de ce projet qui est unique en Afrique. Nous sommes tous déterminés à vous accompagner dans le succès de ce projet et nous mettrons à votre disposition tout ce dont vous aurez besoin, a-t-il souligné. Il a ajouté que l'école d'excellence était le haut lieu pour préparer les meilleurs ingénieurs, physiciens, médecins et astronautes dont l'Afrique a besoin. C'est notre ambition et nous sommes déterminés à y arriver, a-t-il encore tenu. Le chef d'établissement et les enseignants ont assuré le ministre de leur plein engagement à relever haut la main ce défi.
Toujours en nouvelle nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, émissaire du président de la République, a été reçu hier en audience au palais présidentiel par le président angolais João Lourenço. Le ministre Moumina Hassan Barré est porteur d'un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé à son homologue angolais. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur le dossier de la candidature de membres non permanents de la République de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022, dont les élections pour ce siège auront lieu en juin 2020 à New York. Partant du rôle actif que joue Djibouti sur la scène régionale, continentale et internationale, l'émissaire du chef de l'État a souligné que Djibouti apprécierait à sa juste valeur le soutien de l'Angola à la candidature de notre pays. Et le président angolais donc a indiqué avoir pris bonne note de la demande de Djibouti et que la réponse positive sera donnée en temps utile, tout en soulignant la nécessité d'une concertation régionale, voire continentale sur cette question. Le ministre a souligné que Djibouti aurait souhaité que le consensus soit prévalu par le groupe africain de l'Est pour élire un seul candidat à ce poste, car, a-t-il dit, le recours au vote au sein de l'Union africaine n'est pas conforme aux règles d'usage pour se mettre d'accord sur des positions de nature consensuelle. Cette règle doit être observée pour les pays postulant à ce poste. Enfin, le président a demandé au ministre de transmettre à son ami et frère, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ses remerciements pour la profondeur de son message, ainsi que pour les bonnes relations d'amitié entre les deux pays amis. Le nouveau préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé Ahmed, a rendu visite hier au président du conseil régional de Tadjoura, donc Omar Hussein Omar, pour s'entretenir avec les élus et les différents services déconcentrés de la région. Le nouveau préfet, Hassan Dabelé, s'est longuement entretenu avec le président du conseil régional pour évoquer les principales actions réalisées pour répondre aux doléances de la population. Après avoir fait connaissance avec l'ensemble des participants et écouté attentivement les doléances des uns et des autres, le nouveau préfet a insisté sur l'entente et la bonne collaboration de la préfecture et du conseil régional. Le préfet a affirmé que le port de Tadjoura et la route Tadjoura-Balhou sont de grandes opportunités pour le développement socio-économique de la région de Tadjoura et également des deux pôles d'activité qui sont la viabilité ou la vitalité économique dont bénéficiera la jeunesse de Tadjoura. Pour lui, tous les acteurs du milieu associatif, éducatif, du conseil régional ou de la préfecture doivent unir leurs efforts et travailler de concert pour le développement de la région. Une centaine de gendarmes issus des différentes unités opérationnelles de l'institution ont concouru le 17 septembre dernier au test de présélection d'examen technique d'officiers de police judiciaire session 2019-2021. À l'issue de la correction du test, seuls les 15 premiers gendarmes pourront accéder au stage OPJ. Ce stage dure 2 ans, soit la plus longue durée de stage d'OPJ de toute l'Afrique francophone. Au terme de la première année de formation, un examen de passage en seconde année réduira encore ce nombre. Seuls les gendarmes ayant finalisé les 2 années de formation et ayant réussi à l'examen technique d'OPJ, qui est d'ailleurs corrigé par le procureur général de la République, pourront obtenir l'habilitation d'officier de police judiciaire. Une fois terminé ce long cursus, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie doivent d'abord recevoir un stage de perfectionnement enquêteurs de 7 semaines à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire au PK23 avant de prendre leurs fonctions dans une brigade. Le haut commandement de la gendarmerie accorde une importance capitale à la formation de ces OPJ pour qu'ils réussissent à mener à bien leur mission quotidienne dans le respect le plus absolu des lois et des règlements. Dans le cadre des opérations quotidiennes de patrouille de surveillance maritime et des recherches de sauvetage dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone de Goubet a porté secours dans la nuit du 18 au 19 septembre vers 2 h du matin à une embarcation de type Galba surchargée au bord du chavirement qui transportait 231 individus candidats à l'immigration clandestine, dont une vingtaine de femmes, tous d'origine éthiopienne. L'équipe des gardes-côtes qui a porté secours a pu embarquer dans leurs patrouilleurs les plus vulnérables des victimes parmi les candidats à l'immigration clandestine, ayant également remorqué l'embarcation jusqu'au port de pêche. Les victimes ont loué l'intervention des gardes-côtes en relatant l'étendue du calvaire vécu et ont indiqué en outre que sans l'intervention des gardes-côtes, ils auraient connu sûrement une fin tragique.
À leur arrivée donc à bon port, les gardes-côtes ont pu les fournir donc en assistance médicale et humanitaire de base. Les gardes-côtes continuent donc leur lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens en secourant les candidats à l'immigration qui sont embarqués à bord d'embarcations surchargées sans gilet de sauvetage et courant un réel risque de périr par naufrage. L'enquête concernant les membres d'équipage yéménite a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des gardes-côtes et les individus responsables seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation a été saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Santé pour clore l'actualité nationale, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok, dirigée par le dynamique docteur Dimbio, a effectué des sorties dans les localités reculées. Après l'Adato, située à 170 km, cette fois-ci, c'est autour de la localité de Dandoli, située à environ 75 km du chef-lieu de Hayou, de recevoir cette équipe. La population d'Andoli, ayant suivi le déplacement de la caravane médicale dans la localité la plus reculée de l'Adato sur les ondes de la RTD, attendait impatiemment donc leur tour, la venue de l'équipe du Dr Dimbio. Comme à l'accoutumée donc, une équipe pluridisciplinaire composée de sages-femmes, d'infirmiers, de techniciens ophtalmologistes et de nutritionnistes. Les activités étaient concentrées sur la consultation adultes et enfants. Il y avait également le dépistage de la malnutrition, la campagne de vaccination, des consultations ophtalmologiques, mais aussi le planning familial. Selon la population d'Andoli, l'équipe a répondu à leur attente et ils ont été plus que réjouissants donc des prestations qui ont été offertes par cette équipe. Par ailleurs, il a été réalisé des séances d'échange et débats sur la santé de la reproduction, la sensibilisation des mesures d'hygiène, l'importance des suivis de la grossesse et surtout la santé des enfants de moins de 5 ans. Il a été réalisé plus de 400 consultations. Toutes les familles ont eu des médicaments gratuitement et des moustiquaires imprégnés. En nouvelles du monde à présent, c'était dans les titres, la question des migrants est au cœur des discussions entre l'Italie et l'Allemagne. La nouvelle coalition gouvernementale à peine installée, les dirigeants européens se pressent à Rome. Après la France, c'est au tour de l'Allemagne. Accueilli par le Premier ministre italien, le président de la République allemande Frank-Walter Steinmeier s'est ensuite entretenu avec son homologue italien Sergio Mattarella. Maintenant que le nouveau gouvernement italien semble plus disposé à collaborer, le chef de l'État allemand est venu au chevet de la question des migrants. L'Italie est de son côté en pleine négociation sur l'organisation d'un système de répartition automatique des migrants secourus en Méditerranée avant un mini-sommet entre plusieurs ministres de l'Intérieur sur le sujet prévu un peu plus tard dans le mois. Autre thème très lié à la question migratoire, le dossier libyen. Sur ce point, Frank-Walter Steinmeier entend prendre les choses en main vers un cessez-le-feu et une stabilité du pays. Pour cela, l'Allemagne propose un sommet sur la Libye à Berlin dès le mois d'octobre. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.